Et si vous deviez risquer toute votre carrière pour sauver un seul enfant? Et si le monde entier vous regardait, prêt à vous traiter de criminel ou de génie? C'est ce dilemme que Louis Pasteur a affronté un jour d'été 1885, lorsqu'un garçon mourant a franchi la porte de son laboratoire. Joseph Mester avait 9 ans. Quelques heures plus tôt, il avait été attaqué par un chien enragé, mordu à plusieurs reprises. À l'époque, la rage était une condamnation à mort lente, douloureuse et inévitable. Aucune médecine, aucun espoir. Les médecins locaux n'avaient rien à proposer. Sa mère, désespérée, avait entendu parler d'un homme, un scientifique, qui prétendait avoir un traitement. Un traitement jamais testé sur l'humain. Louis Pasteur n'était pas médecin. Il était chimiste, biologiste, chercheur. Il avait déjà sauvé l'industrie du vin et de la soie, avait prouvé que les microbes existaient et avait développé des vaccins chez les animaux. Mais jamais il n'avait injecté l'un de ces sérums à un être humain. Et pourtant, ce 6 juillet 1885, un enfant inconscient se trouvait devant lui, les jours comptés. Pasteur était un homme méthodique, prudent. Il avait peur. Peur de faire du mal, peur de franchir une limite éthique. Mais il avait aussi cette voix intérieure, celle de la science, celle de la responsabilité. Il avait vu ce vaccin fonctionner sur des chiens. Était-il temps de tenter l'impossible? Était-il prêt à affronter le jugement de la société, de ses pairs, et peut-être pire, de lui-même? Dans son laboratoire de la rue d'Ulm, le silence était pesant. Son équipe attendait sa décision. Joseph gémissait de douleur, sa mère pleurait en silence. Louis Pasteur savait que l'enfant n'avait que quelques jours avant que les symptômes de la rage ne déchirent son système nerveux. Une fois la maladie déclarée, la mort était certaine. Le temps pressait. Finalement, Pasteur prit la parole, presque à voix basse. « Nous allons tenter. » 3 mots qui allaient marquer l'histoire de la médecine. Il fit préparer une première injection, contenant une forme affaiblie du virus de la rage. L'idée, entraîner le système immunitaire à se défendre avant que le vrai virus n'agisse. Ce soir-là, Joseph Mester reçut la première dose. Une petite piqûre dans un bras frêle, tremblant. Puis une deuxième le lendemain. Et encore une autre. Pendant 10 jours, Pasteur ajusta les doses, observant chaque réaction, chaque signe de fièvre, de douleur, de progrès ou de déclin. Et chaque nuit, il s'allongeait sans trouver le sommeil, hanté par une seule pensée. Venait-il de condamner un enfant ou de lui offrir la vie? C'est dans cette tension absolue que s'ouvre une des pages les plus intenses et controversées de l'histoire scientifique moderne. Bien avant le visage fatigué de Joseph Mester, Louis Pasteur avait déjà affronté de nombreuses tempêtes. Né en 1822 à Dole, dans une famille modeste, rien ne le prédestinait à bouleverser la médecine. Enfant discret, plus attiré par la peinture que par les sciences, c'est à l'adolescence qu'il découvrit une passion insatiable, comprendre l'invisible. Il fut l'un des premiers à affirmer que les maladies ne naissaient pas de l'air vicié ou des miasmes, mais d'êtres minuscules, les microbes. Une théorie qui, à l'époque, faisait sourire plus d'un médecin. Pasteur, pourtant, tenait bon. Armé de patience, il prouva que le vin tournait à cause de bactéries, que la fermentation obéissait à des lois biologiques et que la chaleur, la pasteurisation pouvaient sauver des millions de produits alimentaires. Chaque découverte était une victoire, mais aussi un affront au savoir établi. Le monde médical, majoritairement conservateur, l'accusait souvent d'imposture. Un chimiste n'a rien à faire en médecine, disait-on dans les couloirs des hôpitaux. Pourtant, Pasteur continuait, méthodique, têtu, convaincu que la vérité se prouvait par l'expérience, pas par le titre. Son travail sur le choléra des poules, puis sur l'anthrax chez les moutons, avait été spectaculaire. Des troupeaux entiers, condamnés à mourir, avaient été sauvés par ce vaccin. Dans les campagnes, on l'appelait déjà le sauveur des bêtes. Mais sauver un animal n'était pas sauver un homme. Et Pasteur le savait mieux que personne. Ce désir de protéger la vie humaine l'obsédait. Il avait vu la rage détruire des familles, des enfants hurler avant de mourir, en proie à des hallucinations, à des douleurs indicibles. Il savait que si un jour il osait affronter ce monstre, il serait jugé comme un héros ou comme un assassin. À cette époque, la rage n'était pas seulement une maladie. Elle représentait la peur pure. Une bête enragée dans un village semait la panique, les familles barricadaient leurs portes et les mordus étaient parfois tués sur place par peur de contamination. C'était une terreur ancestrale, irrationnelle, presque biblique. C'est dans ce climat que Pasteur travaillait, isolé, avec une poignée de collaborateurs fidèles. Il expérimentait, testait des sérums sur des lapins, des chiens. Il voyait des signes d'espoir, mais aussi des échecs. Il savait que le chemin serait long.
Il n'était pas prêt. Pas encore. Jusqu'à ce que Joseph Mester arrive et bouleverse le calendrier de la science. Maintenant, tout ce qu'il avait appris, tout ce qu'il avait enduré, semblait le mener à ce moment. Le passé devenait la rampe de lancement d'un choix impossible. Il savait que les regards sceptiques de ses ennemis n'attendaient qu'un faux pas. Mais il savait aussi que si le garçon survivait, plus rien ne serait jamais comme avant. Louis Pasteur n'était pas médecin, et il en était pleinement conscient. Officiellement, il n'avait pas le droit d'administrer un traitement à un être humain. Le simple fait de faire une injection à Joseph Mester représentait une transgression, un pas hors du cadre légal et moral. Et pourtant, il n'y avait personne d'autre pour agir. Il consulta 2 médecins, le docteur Grancher et le docteur Vulpian, qui connaissaient ses travaux. Eux aussi hésitaient. Ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Et si l'enfant mourait à cause du traitement? Et si cela déclenchait un scandale national? Mais face à l'urgence et au silence de la médecine traditionnelle, ils finirent par donner leur accord moral. Ce feu vert changeait tout. Les jours suivants furent une succession d'injections minutieusement dosées. Pasteur utilisait un virus de la rage affaibli, en augmentant progressivement l'intensité pour permettre au corps de l'enfant de développer une résistance. Il notait chaque réaction, chaque soupir, chaque signe de fièvre ou d'amélioration. Son carnet était devenu une extension de son esprit. Chaque ligne, une prière silencieuse. Le laboratoire n'était plus un lieu d'étude, mais un sanctuaire de tension. Les collègues de Pasteur marchaient sur la pointe des pieds, redoutant le moindre signe de détérioration chez le garçon. La mère de Joseph priait sans cesse, assise dans un coin de la pièce, les yeux rouges d'angoisse. Le silence y était plus assourdissant qu'un orage. La peur de Pasteur ne venait pas seulement de l'échec potentiel. Elle venait du poids de l'histoire. Il savait que si Joseph survivait, ce serait une révolution. Mais s'il mourait, ce serait sa fin. La fin de sa carrière, de sa réputation, de ses travaux. Il serait qualifié de criminel, de fou, d'homme arrogant ayant joué à Dieu. Il se rappelait les visages moqueurs de certains académiciens, les critiques qu'il avait essuyées pendant des années. Il savait que beaucoup attendaient sa chute. Une erreur, une seule, suffirait à détruire des décennies de recherche. Pourtant, malgré cette épée au-dessus de sa tête, Pasteur ne tremblait pas. Il doutait. Certes, mais il avançait. Il trouvait du courage dans les yeux de Joseph, dans ce silence courageux. L'enfant ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais il savait qu'un homme s'occupait de lui avec douceur et détermination. Cette confiance muette le poussait à continuer. Chaque seringue préparée était un acte de foi. Au 10e jour, Pasteur avait terminé la série d'injections. Il se tenait face à un abîme d'incertitude. Maintenant, il fallait attendre. Attendre et espérer. Le sort de l'enfant, et peut-être de la science moderne, reposait sur les prochaines heures. Lorsque la dernière injection fut administrée, Louis Pasteur s'autorisa, pour la première fois en 10 jours, à poser ses instruments et à respirer. Mais ce n'était pas un soulagement. C'était une attente suspendue, étouffante. Le véritable danger commençait maintenant. Le virus affaibli qu'il avait injecté, allait-il réellement protéger le garçon, ou bien précipiter son agonie? Les premiers jours sans symptômes furent prometteurs. Joseph restait calme, un peu fatigué, mais sans signe de fièvre, ni trouble nerveux. Pasteur notait cela avec prudence, refusant de se laisser emporter par l'espoir. Il savait que la rage avait parfois des périodes de latence. Il connaissait trop bien les histoires de malades qui semblaient guéris, avant que l'enfer ne se déchaîne soudainement. La nuit du 15 juillet fut la plus longue de sa vie. Pasteur ne dormit pas. Il tournait en rond dans son laboratoire désert, relisant ses notes, revivant chaque injection. Et si une seule dose avait été mal préparée? Et s'il avait été trop rapide? Trop lent? Et s'il venait, sans le vouloir, de tuer un enfant innocent? Dans cette obscurité, il se confrontait à ses démons. Il revoyait le regard de sa propre fille, Jeanne, morte à l'âge de 9 ans d'une maladie infectieuse qui n'avait pas su prévenir. Cette perte l'avait transformé, dévoré de l'intérieur. Peut-être qu'au fond, ce n'était pas seulement la science qui l'animait, mais une promesse silencieuse de ne plus jamais rester impuissant devant la mort d'un enfant. À l'aube, il retourna voir Joseph. Le garçon dormait profondément. Sa respiration était régulière. Il n'avait ni sueur, ni convulsion, ni hallucination. Sa mère dormait aussi, la tête appuyée contre le mur. Cette scène, d'une paix fragile, frappa Pasteur de plein fouet. Il ne dit rien. Il resta là, debout, à observer, comme s'il craignait que le moindre mot casse l'équilibre. Les jours suivants confirmèrent l'incroyable. Joseph allait bien. Chaque matin, il ouvrait les yeux, demandait à manger, posait des questions.
Il avait retrouvé son énergie, ses couleurs, son sourire d'enfant. Aucun symptôme, rien, comme si la rage n'avait jamais existé. Pasteur ne célébra pas. Pas encore. Il voulait attendre, être sûr. Les semaines passèrent. L'enfant continuait de vivre. Un mois plus tard, il fut officiellement déclaré guéri. Aucun signe de la maladie. La nouvelle fit d'abord le tour des cercles scientifiques, puis des journaux. Le nom de Pasteur s'imposa, non plus comme celui d'un théoricien, mais comme celui d'un homme qui avait sauvé un être humain d'une mort certaine. Et sans être médecin. Pourtant, au fond de lui, Louis Pasteur ne se sentait pas triomphant. Il se sentait humble, bouleversé et silencieux. Il venait peut-être de franchir une porte que personne n'avait osé ouvrir avant lui. Et derrière cette porte se trouvait un monde entier à protéger. Le cas de Joseph Mester fit rapidement le tour de la France, puis de l'Europe. On parlait d'un miracle, d'un événement jamais vu dans l'histoire de la médecine. Un enfant mordu par un chien enragé, vivant et en bonne santé. L'opinion publique était fascinée, mais le monde scientifique, lui, se déchirait. Certains voyaient en Louis Pasteur un héros, d'autres, un dangereux aventurier. Il avait osé faire ce qu'aucun médecin n'avait tenté. Il avait franchi la frontière entre l'expérimentation animale et le corps humain, et il l'avait fait sans diplôme de médecine. Les critiques fusèrent. Que adviendra-t-il du prochain patient? Et si cela avait échoué? Pasteur, fidèle à lui-même, répondit par le silence et par le travail. Les mois suivants, d'autres cas arrivèrent. Des enfants, des adultes, mordus par des chiens soupçonnés d'avoir la rage. Tous furent traités avec le même protocole. Et les résultats confirmèrent ce que Joseph Mester avait annoncé. La méthode fonctionnait. La peur ancestrale de la rage venait de trouver son adversaire. En 1888, grâce à une immense campagne de dons venus de toute l'Europe, l'Institut Pasteur fut inauguré à Paris. C'était bien plus qu'un laboratoire. C'était un temple dédié à la recherche, à la prévention, à la transmission du savoir. Des chercheurs du monde entier y affluèrent, portés par l'élan de ce que Pasteur avait initié. La science devenait un rempart contre la mort. Mais Pasteur n'était plus le même homme. Affaibli par une attaque cérébrale quelques années plus tôt, il se déplaçait difficilement, parlait peu. Pourtant, chaque jour, il venait au laboratoire. Il observait ses collègues, lisait les rapports, donnait ses conseils. Son corps fatiguait, mais son esprit restait lumineux, animé par la même question. Comment protéger l'humanité? En 1895, Louis Pasteur s'éteignit à l'âge de 72 ans. Sa mort fut un deuil national. Des milliers de personnes défilèrent pour lui rendre hommage. Sur sa tombe, on grava une simple phrase. Il a ouvert une voie où d'autres pourront marcher. Un hommage discret, à l'image de l'homme qu'il fut. Joseph Mester, quant à lui, vécut une longue vie. Devenu adulte, il travailla à l'Institut Pasteur comme gardien, fidèle à l'homme qui lui avait sauvé la vie. Il racontait parfois son histoire aux visiteurs, avec une pudeur émouvante. Il n'avait jamais oublié. Comment aurait-il pu? L'histoire de Louis Pasteur n'est pas seulement celle d'un scientifique. C'est celle d'un homme qui, face au doute, à la peur et à l'impossible, a choisi d'agir. Un homme qui a prouvé que la science, lorsqu'elle est guidée par l'humanité, peut accomplir ce que l'on croyait réservé aux miracles.